passer cette barre des 50 milliards. Et puis, on va voir dans un instant la décomposition des 50 milliards. Les 3 points importants chez Tikeo que Grégory a souligné, c'est cet alignement d'intérêt très fort entre Tikeo, donc les équipes, et les investisseurs externes, puisque Tikeo a 3 milliards d'euros de fonds propres qui sont systématiquement investis dans l'ensemble des stratégies. Et on va y revenir, on va vous donner les montants dans un petit instant en parlant des deux stratégies. On est évidemment tous actionnaires ici de Tikeo. En fait, tous les salariés reçoivent chaque année en grosse partie de leur bonus sous forme d'actions, ce qui nous permet d'être investis dans l'ensemble des stratégies de manière indirecte. Et en plus de cet investissement indirect, les employés Tikeo ont la possibilité de souscrire au fonds sur leur denier personnel. Et donc, c'est typiquement ce que j'ai fait, à la fois dans le fonds de dette et dans le fonds aéronautique. Donc, on a ce premier point très différenciant comparé à d'autres acteurs, qui est ces fonds propres significatifs qui sont investis dans toutes nos stratégies et donc qui nous alignent aussi bien à la performance positive que négative. Les deux autres points importants qu'a mentionné Grégory, c'est une présence locale diffuse, puisqu'on est présent dans 17 pays dans le monde, 9 bureaux en Europe, et puis on a ouvert typiquement l'année dernière un bureau à Hong Kong, un bureau à Montréal, et à chaque fois qu'on ouvre un bureau, on a la volonté d'avoir des équipes commerciales, mais aussi et surtout des équipes d'investissement, puisqu'on investit uniquement dans les zones géographiques où on est présent. La grande phrase d'Antoine et Mathieu, c'est que les bonnes affaires prennent pas l'avion pour venir nous voir, et donc il faut être local pour à la fois comprendre les écosystèmes dans lesquels on veut investir, et aussi trouver en premier les deals les plus intéressants. Et enfin, ça va un peu de pair avec cette présence locale diffuse. On est aujourd'hui beaucoup chez Tikeo, on est 750 dans le groupe. Ça fait beaucoup de personnes par euro géré, mais c'est une volonté des fondateurs d'avoir suffisamment de ressources en interne pour pas externaliser les compétences. Si pas de questions, j'avance dans la présentation et on voulait revenir sur la décomposition des 50 milliards d'euros. Aujourd'hui, on gère à peu près 6 milliards d'euros sur des stratégies qu'on va qualifier de traditionnelles, hein, donc des fonds obligataires et actions cotés, des fonds généralement qui sont la première porte d'entrée pour des investisseurs particuliers. Puis ensuite, et c'est une grosse partie de nos activités, puisque ça représente à peu près 80-85% de nos encours, on gère des fonds non cotés, des fonds de private equity, avec 4 thématiques qu'on adresse: la transition énergétique, l'agriculture régénératrice, la cybersécurité et l'aéronautique civile et militaire. Et à chaque fois qu'on a lancé une stratégie sur une de ces thématiques, on a décidé de nouer un partenariat avec un ou des acteurs clés de ce marché, typiquement dans l'aéro, qui va être un des sujets abordés aujourd'hui. On a noué un partenariat avec Airbus, Dassault, Safran et Thales, qui sont en fait les plus gros donneurs d'ordre européens sur ce segment de marché, qui sont à la fois investisseurs du fonds sur leur bilan et qui nous donnent une intelligence, qui nous donnent accès à leurs équipes pour comprendre encore mieux les secteurs dans lesquels on investit. À côté de cette activité de private equity, donc de prise de participation en minoritaire ou majoritaire dans des sociétés, on gère 14 milliards d'euros en actifs réels, donc en immobilier. En point un peu significatif dans nos activités immobilières, on est aujourd'hui typiquement le premier bailleur de EDF. Donc aujourd'hui, EDF est notre locataire et nous verse un loyer. Donc l'État nous verse un loyer sur des actifs qui auparavant étaient détenus par EDF et que dont EDF a décidé de se séparer à partir de 2016. Et puis enfin, et c'est un gros bout de notre activité, en fait, ça représente quasiment 50% de nos activités, ce qu'on appelle le crédit, donc c'est un peu plus de 23 milliards d'euros. Ce qu'on fait en crédit, et je vais vous présenter un petit peu les stratégies dans un instant, c'est de l'accompagnement de croissance d'ETI, donc c'est des sociétés qui font entre 10 et 50 millions d'euros d'EBITDA, d'excédent brut d'exploitation, donc des entreprises déjà largement profitables, qu'on accompagne dans une croissance interne, croissance externe, ou pour restructurer des dettes existantes. Je me permets d'avancer un petit peu dans la présentation et de vous présenter peut-être en amont ce qu'est la dette privée. Donc, comme je vous l'évoquais à l'instant, la dette privée, c'est le financement, donc c'est la dette. Financer la croissance d'entreprises de taille intermédiaire, c'est une activité qui historiquement était uniquement réalisée par des groupes bancaires, dont les banques avaient le monopole avant la crise de 2008. Et puis à partir de 2008, ces banques ont décidé progressivement de se retirer du marché des entreprises de taille intermédiaire, de n'accompagner que des entreprises de
petite taille, moyenne taille ou des très grandes entreprises. Et c'est donc à partir de ce moment que des fonds de dette privée sont apparus et ont petit à petit gagné des parts de marché jusqu'à représenter aujourd'hui entre 60 et 70% des prêts octroyés aux PME et TI. Comment fonctionne une dette en dette privée? En fait, c'est assez simple. Lorsque une société de gestion comme Tikeo accorde un prêt à une entreprise, c'est généralement des prêts sur des horizons de 7 ans, donc avec des maturités de 7 ans, mais évidemment, l'entreprise peut nous rembourser de manière anticipée. Le jour 1, donc au moment de l'octroi du prêt, l'émetteur, donc la société à laquelle on va prêter, va nous payer des frais de dossier qui correspondent à 2,5-3% du montant de la dette. Donc ça, c'est versé jour 1, payé jour 1 par l'entreprise au fonds de dette privée. Évidemment, ces frais sont 100% acquis au fonds et donc aux investisseurs que vous pourriez être typiquement. Et puis ensuite, tous les ans, l'entreprise va nous payer un intérêt, donc on est ici matérialisé par 10%, et in fine, au bout de 7 ans, nous rembourser le principal du prêt. Et donc là, on voit toute la différence comparée à un prêt bancaire traditionnel, puisqu'un prêt bancaire traditionnel, jour 1, vous commencez à amortir aussi bien les intérêts que le capital. Cette manière de faire, donc de n'amortir que les intérêts et de payer le capital in fine, donc au bout de 7 ans, c'est assez vertueux pour des chefs d'entreprise et pour les directeurs financiers, puisque ça leur permet d'avoir beaucoup plus de visibilité sur leurs investissements réalisés. Typiquement, créer une nouvelle usine, la lancer, avoir le permis de construire, la lancer, mettre en production, et puis à partir de la 2e, 3e année, lorsque la chaîne de production a commencé à réaliser réellement des produits et qui peuvent en dégager des bénéfices, à ce moment-là, l'entreprise peut commencer à penser au remboursement potentiellement anticipé de la dette qu'on lui a octroyée. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit que les prêts de 7 ans qu'on octroie sont en fait plutôt remboursés au bout de 4 ans. C'est des prêts qui sont à des taux d'intérêt beaucoup plus élevés que les prêts bancaires traditionnels, puisqu'en général, on va octroyer des prêts avec des taux d'intérêt oscillant entre 7 et parfois 15% pour des cas un peu atypiques. Mais encore une fois, notre grande flexibilité rend cette dette plus qu'intéressante comparée à des prêts traditionnels. Et c'est donc pour ça qu'aujourd'hui, les entreprises nous sollicitent dans le cadre, encore une fois, de ce qu'on appelle LBO, d'acquisition d'une société avec du levier, de croissance externe ou pour restructurer des dettes existantes. Si pas de questions sur l'activité de dette privée, j'en viens au fond. Historiquement, comme l'évoquait Grégory, les fonds de dette privée étaient réservés à une clientèle institutionnelle ou de family office. Donc, c'est des investisseurs qui investissent au moins 1 million d'euros par stratégie sur des horizons de 8 à 10 ans, fermes, sans liquidité. Et à partir de 2021, à la fois parce qu'il y a eu un changement réglementaire au niveau européen, qui a permis aux particuliers de commencer à investir dans des fonds non cotés, et aussi grâce à l'émergence d'acteurs digitaux permettant aux sociétés de gestion comme Tikeo de faciliter les parcours de souscription, on a pu rendre éligibles nos activités de dette privée comme de private equity, on le verra dans un instant, à des clients pour des montants inférieurs à 1 million d'euros. Et donc, on a lancé le 15 janvier de cette année, 2025, un fonds qui s'appelle Tikeo European Private Credit, donc qui est un fonds de dette investissant, comme son nom l'indique, essentiellement en Europe et qui investit aux côtés de nos fonds institutionnels. Et donc, vous aurez les mêmes opérations qu'un institutionnel mettant 10, 20, 50, 100 millions d'euros dans nos fonds institutionnels. En termes d'allocation, c'est un fonds qui va être exposé à 80% au marché de la dette privée. Donc, c'est ce qu'on voit ici en pointillé orange. Et puis, on garde un volant de 20% en cash et cash équivalent. Un volant de 20% qui n'a pas vocation à créer de la performance, mais qui est là pour répondre aux besoins de liquidité, aux besoins de rachat des investisseurs qui souhaitent sortir du fonds. Sur ces 80% investis sur les marchés de la dette privée, donc non cotés, 60% le seront sur des prêts très traditionnels, donc encore une fois des ETI qui font entre 10 et 50 millions d'euros. Dans les noms qu'on accompagne et qui sont connus du grand public aujourd'hui, on accompagne Academia, Shiva, on accompagne Bage dans le prêt-à-porter féminin, Jimmy Fairly dans l'optique, on accompagne Coyote, le système de navigation, une société qui est basée à Kaunas qui s'appelle JJA, qui est une société qui fait un peu plus d'1 milliard de chiffre d'affaires et que vous connaissez peut-être pour une de ses marques qui s'appelle Esperide, qui fait du mobilier de jardin.
Desjardins, qui est leader français du marché, puisqu'ils ont à peu près 30% des parts de marché. Donc ça, c'est pour les non connus. Et en fait, le gros de l'activité Tikeo se fait auprès d'acteurs qui ont leur activité en B2B. Donc malheureusement inconnus à des particuliers, mais qui font donc un chiffre d'affaires significatif et donc des EBITDA, des profits significatifs en réalisant leur activité auprès d'autres entreprises. Donc ça, c'est 60% de l'activité, enfin du portefeuille. On a une allocation de 20% pour compléter ce camembert de 80 dans ce qu'on appelle des situations opportunistes. Et là, dans les situations opportunistes, on va plutôt accompagner des entreprises qui, à un instant T, rencontrent un appel d'air. Parce que changement capitalistique, parce que situation complexe, ou des entreprises qui intrinsèquement n'ont pas accès au marché de la dette privée, parce que leur secteur d'activité n'est pas apprécié par la dette privée, trop volatile typiquement, ou parce que leur base de clients est trop liée à l'État. Donc on a typiquement accompagné dans les situations opportunistes une société qui est britannique, qui travaille dans le secteur du BTP et dont 70% du chiffre d'affaires est lié au gouvernement britannique. En fait, ils font le petit œuvre, il n'y a pas de sujet de décennale, de grosses œuvres, mais qui travaille à 70% de son temps pour les mairies, les collectivités, les ministères et puis les bâtiments occupés par l'armée britannique. Donc ça, typiquement, bah, c'est du BTP, donc c'est cyclique. Et puis, l'activité de cette société est très liée au gouvernement britannique. Donc là, les fonds d'aide privée apprécient pas trop. Et c'est plutôt des fonds de situation opportuniste qui vont accompagner cette société dans sa croissance. En termes d'allocation géographique, le fonds a une vocation d'allocation très européenne. Donc 95% de l'allocation se fait en Europe de l'Ouest, dans les zones géographiques où on a des bureaux et des équipes d'investissement sur place. Et on a un petit volant de diversification de 5% qui nous permet notamment d'accompagner lors de croissance externe des sociétés qu'on a en portefeuille et qui veulent procéder à l'acquisition d'un de leurs concurrents en Amérique du Nord typiquement. Et puis enfin, en termes d'allocation sectorielle, en fait, ça va assez naturellement suivre les secteurs qui réalisent d'importantes marges de profit, d'EBITDA. Et donc, on va retrouver notamment les secteurs de la santé, de la télécommunication, du service aux entreprises ou les entreprises tech de manière générale. C'est un fonds qu'on a lancé avec une maturité de 99 ans, donc c'est un fonds perpétuel sur lequel les investisseurs peuvent rentrer sur un pas mensuel. Donc, tous les mois, vous pouvez souscrire au fonds et vous pouvez racheter tout ou partie de votre position tous les trimestres. Les sous-jacents sont non cotés, donc l'idée, c'est pas non plus d'avoir un fonds de trading avec des arbitrages tous les trimestres. Et c'est pour ça qu'on a mis ce qu'on appelle un soft lock-up, c'est ce que vous voyez ici là pour 18 mois, ce qui veut dire que les 18 premiers mois suivant votre investissement, vous pouvez, si vous le souhaitez, racheter votre position ou une partie, mais qu'elle sera imputée de 2% de frais de rachat acquis au fonds, et donc qui viennent bénéficier à ceux qui restent. Passé ces 18 premiers mois, vous pouvez racheter votre position tous les trimestres sans frais. En termes de rendement, on va attendre aujourd'hui un rendement net pour l'investisseur, donc brut fiscalité, mais net des frais de gestion du fonds typiquement, de 7%. Et sur ces 7%, l'investisseur a la possibilité au choix de décider de capitaliser 100% de la performance, donc de faire 7% par an en TRI cible, ou si vous avez besoin de revenus complémentaires, on a une part qui distribue du coupon, qui verse un équivalent de dividende tous les trimestres. Et ce dividende en annualisé représentera 4 à 5% du montant investi au travail. Le delta de ce 4,5 qui vous emmène à 7, donc 2 à 3%, eux sont capitalisés. Donc en investissant 100 aujourd'hui sur une part avec distribution de coupons, si le fonds réalise sa performance de 7% par an, vous aurez reçu en année N plus 1 4 à 5%, donc 4 à 5, et votre investissement vaudra 102, 103, qui eux-mêmes généreront 4 à 5% de distribution de coupons, et puis ainsi de suite. Vous avez une composante incrémentale de la performance sur les distributions. Michael, je me permets d'intervenir juste rapidement Ouais, bien pour sûr, bien sûr préciser que ce rendement, il n'est pas garanti évidemment. et que le capital, bien sûr, ne l'est pas plus. Donc voilà, ça reste un produit dans lequel il y a un peu de risque, même s'il est relativement maîtrisé par rapport à un fonds qui serait en action cotée. Mais voilà, il vaut mieux le rappeler tout de suite.
Évidemment. Effectivement, toutes les solutions qui vous sont proposées, c'est des solutions sans capital garanti, donc avec un risque de perte en capital ou de non-atteinte du rendement cible. Pour construire ce rendement cible, on s'est en fait basé sur nos 15 dernières années en dette privée. L'avantage des fonds de dette privée, comparé à des fonds de private equity, dont on va parler d'ailleurs dans un instant, c'est que vous êtes créancier et non actionnaire, et donc vous avez la possibilité, en cas de si la société rencontre une situation inattendue, défavorable, d'actionner certains leviers. Et donc typiquement, on a la possibilité soit d'avoir en sûreté des prêts octroyés, des garanties immobilières. Si la société est propriétaire de ses actifs immobiliers, on peut saisir ces actifs si on considère qu'elle n'est plus en mesure de nous rembourser notre dette et les intérêts. On peut également avoir des sûretés sur les comptes titres de la société, sur les comptes pardon, courants de la société, si jamais il y a évidemment quelque chose à récupérer. Et puis aussi et surtout sur les titres de la société. Lorsqu'on accompagne une société, bien souvent, on a un fonds de private equity qui est actionnaire, parfois actionnaire majoritaire de la société, et qui l'accompagne dans sa croissance. Si jamais l'entreprise n'atteint pas le business plan escompté et encore pire, connaît une baisse de son activité, on peut agiter un drapeau rouge. Et si le drapeau rouge ne suffit pas, on peut devenir actionnaire de la société. Et donc, on évince les actionnaires existants pour devenir l'actionnaire à la place des actionnaires historiques. Et donc ensuite, à nous de redresser la société, puis de la céder. C'est des cas évidemment qu'on n'apprécie pas trop. On préfère évidemment une situation très tranquille où on se fait rembourser notre coupon, puis on se fait rembourser, mais c'est des cas qu'on a déjà connus dans le passé. Et historiquement, on a systématiquement récupéré nos billes, donc récupérer les fonds prêtés. En termes de diversification, on va avoir à tout moment au moins 50 lignes dans le portefeuille. Et de manière plus réaliste, je pense qu'on aura entre 70 et 80 lignes dans le portefeuille, avec une asymptote qui va se créer en fait autour de 70-80 lignes, puisque on va prêter au fil de l'eau à de nouvelles sociétés sur des maturités différentes. Et donc, il viendra un moment où on aura au sein du portefeuille des lignes qui remboursent parce qu'elles arrivent à maturité, parce que les dettes arrivent à maturité ou parce qu'elles sont remboursées de manière anticipée, et également des nouveaux investissements qui seront réalisés. Et donc, vous aurez un roulement entre je me fais rembourser une ligne, mais en même temps, je déploie du capital. Et donc, vous allez avoir une espèce d'asymptote autour de 70-80 lignes. L'idée, c'est d'avoir une diversification d'au moins 50 lignes dans le portefeuille, ce qui correspond au moins à 2-3%, enfin, un objectif d'investissement de 2-3% par ligne. Toute la difficulté de ces fonds, c'est le démarrage, puisque vous collectez de l'argent auprès d'épargnants, mais vous n'avez pas forcément d'actifs en face qui tournent et qui génèrent du rendement. Et la manière dont Tikeo a réussi à contrecarrer cette situation, c'est que Tikeo a été, d'un point de vue chronologique et en termes de montant, le plus gros investisseur du fonds. Donc a investi le jour 1, le 15 janvier, au lancement du fonds et a fait un apport en nature pour 50% du montant souscrit, pardon, ce qui correspond à près de 35 millions d'euros, et pour l'autre partie, en cash. Et donc cet apport en nature a été en fait un transfert de lignes de dette privée, donc de prêts octroyés via le bilan de Tikeo à des entreprises entre 2018 et 2024, qui correspondent à 38 deals. Donc 38 entreprises qui ont rejoint le portefeuille jour 1 au moment du lancement. Et puis, depuis janvier, évidemment, les équipes de gestion ont travaillé au déploiement du fonds. Encore une fois, en parallèle de nos fonds institutionnels, puisque les deals sont exactement les mêmes. Donc, c'est la même qualité. C'est des deals institutionnels. Il y a juste une allocation mathématique qui se fait. Si le fonds Tikeo European Private Credit, qui est disponible à partir de 40 000 euros, représente au global 100 millions d'euros et que notre fonds institutionnel pèse 1 milliard d'euros, et ben, s'il y a un nouveau deal qui est fait, il y a une allocation 90-10. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce fonds de dette privée qui, encore une fois, est accessible à partir de 40 000 euros sur un pas mensuel sur lequel vous pouvez racheter votre position tous les trimestres avec une clause, encore une fois, d'illiquidité les 18 premiers mois. Donc, il y a 2% de frais de rachat si vous sortez les 18 premiers mois, puis plus de frais de rachat et sur lequel on vise aujourd'hui un rendement de 7% net avec la possibilité au choix, je reviens sur la page,
7% net avec la possibilité au choix de capitaliser 100% de la performance ou de recevoir 75% de la performance sous forme de distribution. Et puis encore une fois, comme le soulignait Grégory, il n'y a malheureusement pas de capital garanti, donc il y a un risque de perte en capital et évidemment un risque de non-atteinte du rendement ciblé. Et le fonds est Merci. disponible en contrat Oui. d'assurance vie ou en équivalent de porteur, enfin au porteur directement chez le teneur de compte de ce fonds qui est Bank of New York à Luxembourg. On va aussi compléter, c'est un niveau de risque 3 sur 7 en termes de degré de risque. C'est une échelle normée européenne qu'on appelle le SRI. Donc, voilà, sur un niveau de 7, on est à 3. Donc, voilà, c'est plutôt un fonds qu'on aurait vocation à conseiller à quelqu'un qui ne souhaite pas trop prendre de risques, même si, encore une fois, il n'y a pas de garantie sur le capital. Tu suggérais quelques questions. Donc, moi, je vais peut-être en poser une première, notamment sur le sujet des taux d'intérêt. Mm. Peut-être qu'il faudrait que tu nous expliques comment est construit justement le taux auquel vous facturez les entreprises. Et puis, dans un contexte où les banques centrales, en tout cas pour l'Europe, a l'air de dire qu'elle va continuer de baisser un petit peu les taux, quelle incidence ça pourrait avoir sur les lignes en cours et les futurs prêts que vous pourriez accorder? Ouais. On va prendre l'exemple de. Enfin, non, d'ailleurs, je pense qu'on a une slide. Ouais, parfait. On a une slide dessus. Je vais faire un zoom. Hop, voilà. Donc ça, c'est typiquement une opération de dette privée traditionnelle, hein. Lorsqu'on prête, on prête systématiquement à taux flottant, ce qui veut dire qu'on prête à un taux qui est revu tous les trimestres, qui en fait correspond à l'Euribor 3 mois. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'Euribor 3 mois, c'est le prêt auquel, c'est un prêt, c'est un taux pardon de marché qui est utilisé par tous et qui est en fait le taux pardon auquel les banques européennes se prêtent entre elles sur une maturité de 3 mois. Donc si demain Société Générale prête de l'argent à BNP sur un horizon de 3 mois, ça se fera au taux Euribor. Et donc le taux Euribor aujourd'hui, c'est 2,12, je crois, à l'instant où on se parle. Au-delà de ce taux, pardon, on va dire de 2%, on a deux composantes qu'on a déjà évoquées, qui sont ce qu'on appelle alors, un spread, hein, dans le jargon, donc une prime qualité, une prime liée à la qualité de l'émetteur. Donc, plus l'émetteur est qualitatif, plus cette prime va être petite, le taux d'intérêt va être petit. Plus l'émetteur rencontre une situation compliquée, plus ce taux va être élevé. Et évidemment, ce taux vient en cumul de l'Euribor qu'on évoquait tout à l'heure. Donc le 2% et le 6,2, c'est un peu votre coupon à attendre. En plus de ce coupon, vous percevez deux revenus qui sont plutôt des revenus, ce qu'on appellerait de one shot, enfin, que vous recevez qu'une seule fois. Il y a les fameux frais de structuration, ici qu'on a catégorisé de 0,7% en annualisé. Donc si vous prenez 3% sur un prêt de 7 ans, mais qu'en fait il vous est remboursé au bout de 3 ans, bon bah en fait ça fera 1% d'augmentation de votre TRI total. Donc ici on a mis un TRI total sur une ligne de 9,3% qui est composé de l'amortissement sur, imaginons, 3 ans de frais de structuration, plus un rendement contractuel de 6,2% plus Euribor, le Euribor bougeant tous les jours, mais nous on le revoit avec les sociétés auxquelles on prête tous les trimestres. Et enfin, il peut arriver parfois, mais c'est assez rare, qu'on ait ce qu'on appelle une marge pic, en fait qu'on ait accès à de l'actionnariat de la société à travers d'options qu'on appelle des varants. Je ne vais pas forcément m'éterniser dessus, mais c'est des cas assez atypiques mais sur lesquels on peut en fait profiter de la création de valeur d'une société. Donc, on a notre rendement contractuel, puisqu'on est prêteur, et parfois on arrive à négocier en plus de ce rendement contractuel et des frais de structuration, d'avoir un petit bout d'actionnariat ou d'options nous donnant droit aux actions de la société. Grégory, je ne sais pas si j'ai pu répondre à la question. Bah déjà, oui, c'est On très bien. commence à C'est rentrer un vrai peu que dans la technique, mais ouais, ouais, j'essaye c'est un peu de. technique, mais c'est vrai que c'est bien de comprendre voilà, d'où on sort un taux de rendement, enfin, à 9-10%, et surtout, quelle difficulté, enfin, ce que ça représente pour une entreprise de payer un tel niveau de Ouais. rendement. Est-ce que si elle se finançait sur un prêt bancaire classique, bon, à condition qu'une banque veuille bien la suivre, à quel coût elle se ferait financer? Est-ce que vous êtes vraiment Bah, beaucoup plus cher? on est en moyenne une fois et demie, 2 fois plus cher qu'un financement classique
en dette, mais encore une fois, enfin, pardon, en financement bancaire traditionnel. Mais encore une fois, la grosse valeur ajoutée de ces opérations de dette privée, c'est la flexibilité. Donc on peut typiquement comprendre qu'une société à un instant T n'est pas en mesure de nous payer son taux d'intérêt. C'est typiquement ce qui s'est passé pendant le Covid. Si on accompagne des sociétés type Academia ou Shiva qui fait de la prestation à domicile, bon bah on sait très bien que pendant les 3, 4, 5 mois de confinement, bah, cette société ne rentre pas de chiffre d'affaires et donc n'a pas de cash pour nous rembourser. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on décale dans le temps le paiement des coupons de l'intérêt. Et puis Hmm. l'autre partie, en fait, qui explique essentiellement l'intérêt d'une société à payer plus cher un accompagnement par un fonds de dette privée plutôt qu'une banque traditionnelle, c'est ce fameux remboursement à maturité plutôt qu'un remboursement échelonné tous les mois du principal emprunté. Puisque si vous empruntez 100 typiquement auprès d'une banque pour construire une nouvelle usine et une nouvelle ligne de production, si vous empruntez auprès d'une banque, en fait, vous n'avez la possibilité que de déployer, on va dire, 80, 90 dans la construction de votre bâtiment, puisque très rapidement, il va falloir commencer à rembourser le prêt, généralement le mois qui suit. Or, encore une fois, votre bâtiment n'est pas construit, votre ligne de production ne tourne pas encore, donc vous remboursez de l'argent sur un actif qui ne tourne pas encore. Et on a la même chose dans les cas de croissance externe, le temps de bien réaliser la croissance externe, que les équipes intègrent la société, etc. C'est cool généralement un peu de temps. Donc les sociétés sont enfin sont ravies d'avoir ce type de financement plutôt que des prêts traditionnels. Ok, c'est très clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi nos invités? Bon, eh ben, Si écoute, pas d'autres questions, on va passer au il y aura un private, second round éventuellement après le prochain sujet. Donc, pas de problème, hein. je te laisse prendre le relais. Ça Sur va vite. le private equity. Entendez? Pardon? Oui, On a une Bonjour. question. Bonsoir. Oui. Euh, c'est quoi c'est quoi le frais de gestion pour un fonds TEPC, par exemple? Alors le rendement qui est annoncé, il est net, mais les frais de gestion sont 2%. Et pour les investisseurs qui investissent avant septembre, donc en fait, une société de gestion, elle a deux moyens de se rémunérer. Enfin, c'est les deux vecteurs traditionnels. C'est les frais de gestion, donc en l'occurrence ici, qui sont de 2%, peu importe le moment où vous investissez, et ce qu'on appelle le carried, donc les frais de surperformance. Et les frais de surperformance, pour les investisseurs qui investissent avant septembre, ils sont de 10% dès lors qu'on dépasse 5% de TRI. Et si vous investissez après septembre, il passe à 12,5% au-delà de 5%. Et encore une fois, le 7% qui est annoncé là, et puis évidemment les distributions de coupons, si vous partez sur une part avec distribution de coupons, ils sont nets des frais de gestion et du carried, donc des frais de surperformance. donc on retranche simplement la flat tax de 30%. Exactement. Flat tax, IS, enfin impôt sur les sociétés. Oui. Et c'est un fonds luxembourgeois, donc c'est un fonds qui est transparent. Je ne sais pas si c'est le cas, Grégory, mais si certaines des personnes autour de la table sont typiquement basées en Suisse, à Dubaï, à Luxembourg ou en Belgique ou autre, c'est la fiscalité locale qui s'applique. Et donc la fiscalité française n'entre pas en jeu. Il n'y a pas de système de récupération auprès du fisc de l'imposition déjà payée. Très bien. Et au niveau répartition de fonds, en fait, par exemple, sur le 60% direct lending, vous investissez toujours sur les sociétés avec un crédit de score élevé. Comment vous gérez Ouais, le dépôt? toutes les sociétés, enfin, on va dire que la plus petite société du portefeuille, elle fait au moins 10 millions d'euros d'EBITDA, donc 10 millions d'euros d'excédent brut d'exploitation. Donc, on n'accompagne aucune société qui est soit en perte, soit avec un niveau de génération de revenus faible. Et puis ensuite, sur les secteurs d'activité, encore une fois, c'est les secteurs, en fait, on n'a pas d'exclusion particulière, évidemment, sauf énergie fossile, spiritueux, etc. Euh, mais en fait, assez naturellement, le portefeuille va se construire autour des entreprises qui génèrent le plus de profits par rapport au chiffre d'affaires réalisé.
Et donc, c'est des sociétés vraiment essentiellement dans la santé et dans la technologie. Ok. Je ne sais pas si c'est parfaitement clair. Oui, c'est clair. Merci. Super. Vous pourriez revenir un instant sur les pourcentages de frais de surperformance de 10 et 12%. Quel est le seuil de déclenchement? Alors, le seuil de déclenchement, il est de 5%. Donc, en fait, la manière dont ça fonctionne, c'est que les sociétés de gestion, elles vont provisionner, quelle que soit la performance, même si c'est en dessous de 5%, l'éventualité de réaliser plus, on va prendre le seuil de 5%, plus de 5% de TRI net livrable à l'investisseur. Cette provision, évidemment, elle n'est cristallisée que si c'est bien le cas. Et donc, on va prendre l'exemple de la part, ce qu'on appelle early bird pour les premiers arrivés, donc avant septembre, où dans le cas où on prend 10% de la performance. En fait, pour prendre ces fameux 10%, il faut que le fonds réalise une performance nette de frais de gestion, mais brute des frais de surperformance du carry de 5, je vous arrondis les chiffres, mais 5,5%, pour qu'en net, post-carried, on arrive bien à 5,5 moins 10%, permettez-moi d'arrondir, mais qu'on arrive bien à 5% tout rond. Ok. Je ne sais pas si c'est parfaitement clair, mais en fait, c'est les deux vecteurs assez traditionnels pour une société de gestion en termes de rémunération. Et à côté de ça, le vecteur très euh, atypique qu'a Tikeo, et étant donné que Tikeo est enfin, une société publique, enfin, publiquement cotée, vous avez de l'information dans les bilans de la société. En fait, nous, aujourd'hui, une grosse partie de notre génération de profit chez Tikeo, génération de revenus, elle vient pas forcément de l'activité de société de gestion, donc ces fameux frais de gestion ou de carry qui sont prélevés, mais elle vient surtout de notre activité d'investisseur. Puisqu'encore une fois, on est le plus gros investisseur de quasiment l'ensemble de nos fonds. Et donc, on a une double vocation à bien performer au sein des fonds. Premièrement, parce que évidemment, ça nous permettrait de cristalliser ce carry, ces frais de surperformance, si on réalise un rendement supérieur à celui attendu. Mais en plus, on bénéficie de la performance du fonds au sein de notre investissement via le bilan de Tikeo. Donc Tikeo, encore une fois, investit 67 millions d'euros dans le fonds de dette privée Tikeo European Private Credit. Puis à côté de ça, moi, typiquement, à titre perso, sur mon patrimoine personnel, je suis investisseur. L'équipe de gestion est investisseur. Et puis, on a pas mal de gens en interne qui ont également mis une partie de leur patrimoine personnel dans le fonds. Et quelle est la raison technique pour laquelle vous mettez une barre à septembre de l'année civile? Alors ça, c'est purement à la main de la société de gestion. Généralement, c'est pour encourager le lancement du fonds. Lorsque vous lancez un fonds, pour engager les premiers investisseurs du fonds, vous faites toujours des parts un peu moins chargées en frais de gestion ou en carried ou potentiellement les deux, de façon à inciter un peu les premiers investisseurs à motiver les premiers investisseurs à souscrire au fonds. Et puis une fois que le fonds est pleinement lancé, là, on va dire que c'est la fin de cette période de jouissance, puisque vous rentrez sur un fonds qui est bien installé. Et donc là, vous rentrez aux conditions traditionnelles. Aujourd'hui, le fonds, il a 40 lignes dans son portefeuille. Et d'ici une quinzaine, vingtaine de jours, il y aura 4 lignes complémentaires, puisque le fonds va se positionner sur 4 deals que réalisent nos fonds institutionnels. Donc c'est un portefeuille qui est déjà bien déployé et qui, pour ceux qui souhaitent une part avec distribution de coupons, réalisera son premier versement en juillet. En fait, c'est des trimestres civils. Donc, en fait, c'est le coupon du 30 juin qui sera versé dans les 10 premiers jours de juillet, le temps que le cash fasse son cheminement. Ok, merci. Pas de problème. Merci, Michael. Est-ce qu'il y On passe au deuxième a... thème. Il est déjà Ouais, effectivement, 19h15, hein, donc je ne vais désolé, pas abuser de ton temps. je Mais... vois que le temps file. L'autre thématique qu'on voulait aborder avec les équipes d'expertise et Grégory, c'est l'aéronautique civile et militaire. Donc Tikeo en fait une activité historique dans l'aéro, et il se trouve qu'en 2020, l'État français s'est rendu compte d'une chose, c'est que les grands donneurs d'ordre, que sont notamment Airbus et Dassault, en fait, ne produisaient pas leurs pièces et qu'ils ne faisaient qu'assembler des pièces réalisées par des PME ETI, souvent des entreprises familiales, souvent basées au fin fond de la France. Mais que c'était des acteurs critiques, puisque
sans cette chaîne d'approvisionnement, il n'y avait aucun Rafale ou Airbus qui pouvait sortir des chaînes de production. Et donc l'État nous a demandé en 2020, c'est pareil, c'est public, vous retrouverez l'information sur Internet, de lancer un fonds qui aurait pour vocation de consolider le marché des sous-traitants aéronautiques. Puis on va le voir sur toute activité confondue. Donc ça peut être du service aéronautique, typiquement de la manutention lorsque les avions sont au sol, ou du recyclage des avions ayant passé leur durée de vie, mais aussi bien des acteurs qui sont actifs dans la sidérurgie liée au secteur aéronautique, dans la réalisation de pièces pour l'aéronautique, etc., etc. Donc on a lancé un premier fonds en 2020 qui visait à consolider ce marché, et puis ils se sont joints à nous, puisqu'en fait on est les seuls acteurs européens à avoir une équipe dédiée aéronautique, Airbus, Dassault, Safran et Thales, qui sont les grands donneurs d'ordre, enfin constructeurs et les plus gros fournisseurs d'Airbus et Dassault, se sont joints au fonds puisqu'ils ont investi dans le fonds et nous ont donné accès à leurs équipes. Donc ce fonds qui a été lancé en 2020 a fait sa vie, et puis on en parlera dans un instant. On parlera un petit peu de ce qu'on appelle le track record, donc l'historique d'investissement du fonds. Et le fonds étant pleinement déployé, ce fonds lancé en 2020, on a lancé ce qu'on a un nouveau millésime, un millésime 2024-2025, qui s'appelle Tikeo Aéropartenaire 2, donc, puisque c'est le deuxième vintage de cette stratégie. Sur cette stratégie, on retrouve les mêmes investisseurs historiques et accompagnants de la stratégie, Airbus, Dassault, Safran et Thales, qui encore une fois ont investi à travers leur bilan et nous donnent accès à leurs équipes. C'est un fonds c'est des stratégies, les stratégies aéronautiques, qui historiquement, pareil, étaient réservées à une clientèle institutionnelle à partir d'1 million d'euros, même d'ailleurs à partir de 5 millions d'euros, sur des horizons de 10 à 12 ans, mais ça c'est assez traditionnel sur le private equity. Et on a voulu notamment pour accompagner toute cette volonté des particuliers de soutenir la croissance européenne et la souveraineté européenne, l'ouvrir aux particuliers à partir de 100 000 euros. Donc on a lancé ce qu'on appelle un feeder, un fonds qui va en fait s'intercaler entre nous, sociétés de gestion, et vous, investisseurs finaux, qui va collecter des montants investis à partir de 100 000 euros. Et nous, Tikeo, n'aurons qu'un seul interlocuteur, qui sera ce feeder, qui est géré par Opal Capital, qui est une filiale du groupe Tikeo Capital. En termes de rendement, on va en parler tout de suite puisqu'on l'a à l'écran. On vise un TRI annuel net entre 16 et 17,5% sur ce feeder, ce qui correspond à un multiple. MOIC, ça veut dire multiple sur les capitaux investis, multiple on invested capital, de 1,8 à 1,9%. Donc grosso modo, on vise à faire entre 1,8 et 1,9 fois la mise investie. Si j'en viens, évidemment, pardon, je reviens sur le point que Grégory évoquait tout à l'heure, c'est des performances qui sont non garanties avec un risque de perte en capital, mais ça c'est assez traditionnel dans le secteur de l'investissement, notamment de l'investissement non coté. Je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de parler du sujet aéro et de pourquoi on pense que c'est une méga tendance à long terme, mais on va en parler en quelques mots. Pendant le Covid, tout le monde pensait que c'était la fin du marché aéronautique et que aussi bien le civil que le militaire surtout le civil, était mort. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, le marché a très vite repris et a même beaucoup plus repris qu'historiquement. Parce qu'ici, vous avez l'évolution du trafic aérien avant le Covid, pendant la période Covid, là qu'on voit, qui est caractérisée par la barre, et puis surtout, on voit cette belle baisse de la fréquentation aéro. Et puis, tout de suite après le Covid, dès lors qu'on a pu revoyager, ce trafic aérien a repris massivement et dépasse aujourd'hui le niveau pré-Covid. Puis ça se traduit comment auprès des compagnies aériennes? Ça se traduit dans un besoin de s'équiper, de commander de nouveaux avions. Et donc, ce qu'on voit sur la droite du graphique, de la présentation ici, c'est que aujourd'hui, typiquement, donc si on prend l'exemple de 2024, si on regroupe Airbus et Boeing, qui sont, pour faire simple, les deux plus gros aviateurs civils du monde, vous avez à peu près 14 000 avions dans le carnet de commandes de ces deux aviateurs. Si on prend l'exemple d'Airbus uniquement, c'est à peu près 8 600 avions.
donc dans le carnet de commandes, dans le pipe de production d'Airbus. Or, Airbus, l'année dernière, a été en mesure de produire 766 avions. Ce qui veut donc dire qu'ils ont à peu près 11 ans de carnet de commandes rempli. Et c'est un carnet de commandes qui continue de s'accentuer parce que vous avez à la fois un besoin qui est croissant de voyager, et donc des compagnies aériennes de s'équiper, et aussi tout un sujet de renouvellement des flottes pour des avions notamment plus économes en carburant. Donc on voit que cette méga tendance de long terme se vérifie depuis maintenant plus de 20 ans avec une croissance du carnet de commandes de ces aviateurs qui ne sont aujourd'hui pas en mesure de répondre à un instant T à la production et donc qui ont aujourd'hui 11 ans de carnet de commandes devant elles. Et sur le marché militaire, on voit exactement la même tendance. Alors ça a été accentué par les événements malheureux qu'on a connus ces dernières années. Je pense notamment à la crise entre la Russie et l'Ukraine, pardon, à Taïwan, etc. Et on a une vocation aujourd'hui des États, notamment des États européens, d'accentuer le montant investi dans la défense. Aujourd'hui, c'est à peu près 2% du PIB qui est investi dans les secteurs de la défense par les pays européens. Ces derniers ont eu la vocation d'augmenter ce pourcentage autour de 3, 4, peut-être 5%, ce qui correspondrait à une augmentation des dépenses annuelles de 380 milliards à 750 milliards d'euros. Donc c'est évidemment un marché ultra profond. Et l'autre point très significatif dont peu de gens parlent en Europe, c'est que aujourd'hui sur ces dépenses, donc ces fameux 380 milliards d'euros dépensés par les États européens dans la défense, en fait, il n'y a que 18% qui sont de ces 380 milliards d'euros qui sont dirigés vers des entreprises européennes. Le gros des achats des États se fait auprès d'entreprises américaines et israéliennes notamment. Et donc, il y a une volonté européenne aujourd'hui de rediriger ces dépenses vers des entreprises européennes, type Dassault, et de faire passer ce chiffre de 18% à quelque chose autour de 30, 40, peut-être 45%, mais plus raisonnablement entre 30 et 40%. Donc, on a à la fois des dépenses qui vont s'accentuer en Europe dans le secteur de la défense, notamment aéronautique, et surtout une concentration de ces dépenses vers des acteurs européens. Et cette augmentation, en fait, on l'a vu progressivement se dessiner dans le carnet de commandes du Rafale. 2020, qui est pas si loin, hein, 2020, le carnet de commandes de Dassault pour des Dassault pour des Rafales était de 62 avions. Elle avait un carnet de commandes de 62 avions. Aujourd'hui, donc en 2024, elle a une commande de 220 avions et ça ne prend pas en compte la demande indienne. Donc, il y a un contrat avec l'Inde qui a été signé il y a quelques semaines pour 26 avions, pour 26 Rafales supplémentaires. Et aujourd'hui, Dassault, ils ont une cadence de production de 2 avions par mois. Donc, ils produisent 24 avions par mois. Ils ont la vocation assez rapidement de passer à 3 avions par mois, ce qui voudrait dire 36 avions par an, comparé à un carnet d'ordre de 246 avions, donc les 220 présents ici, plus l'achat indien de 26 avions. Donc, on a en gros 7 à 8 ans devant nous de carnet de commandes. Je vous le disais en préambule, Dassault fabrique pas ses pièces. En fait, Dassault dépend de 400 sous-traitants, directs et indirects. Et en fait, le marché aéronautique, c'est un marché très fragmenté et qui représente à peu près 4500 sociétés en Europe. Donc, on connaît tous, en fait, le marché est segmenté on va dire, en 2 phases. Vous avez évidemment au-dessus les donneurs d'ordre, que sont Airbus et Dassault. Puis ensuite, vous avez les fournisseurs de rang 1, typiquement Safran, qui produit essentiellement une de ses grosses activités, c'est la production des moteurs, des réacteurs pour les avions Airbus et Dassault. Mais Safran non plus ne fabrique pas ses pièces et achète ses pièces à des sous-traitants. Et c'est là qu'en fait, on va retrouver notre terrain d'activité au sein de ce fonds aéronautique. Et donc, ce fonds aéronautique, il va investir aussi bien dans des entreprises qui sont spécialisées dans des matériaux dédiés au marché aéronautique, de la mécanique, de l'électronique, typiquement des tableaux de bord, pour soit des tours de contrôle, soit des avions,
ou des services qui en fait représentent une grosse part du marché aéronautique, c'est près de 270 milliards d'euros de dépenses qui correspond soit à des entreprises typiquement qui vont faire de la rénovation d'avions, de la manutention d'avions lorsqu'ils sont au sol, par exemple les repeindre, changer les pneus, etc. Ou bien du recyclage d'avions arrivés en fin de cycle, qui sont arrivés en fin de vie. Et donc, dans les sociétés qu'on va cibler, on va aussi bien cibler des acteurs de niche qui vont être le producteur quasi exclusif avec un monopole de une pièce dédiée à l'aéronautique civile ou militaire, ou bien ce qu'on appelle les plateformes de consolidation, des sociétés qui ont le profil qui nous permettra de faire l'acquisition d'autres sociétés pour en créer en fait une société beaucoup plus forte et qui deviendra un fournisseur de rang 1 aux côtés d'un acteur comme Safran. Depuis tout à l'heure, j'évoque les deux sujets, aéronautique civile et militaire, de manière assez indifférenciée, puisqu'en fait, c'est deux secteurs qui évoluent de la même manière. Et en fait, les pièces, les composants de ces avions sont quasiment les mêmes. Vous avez peut-être déjà volé à bord d'un A330, qui est un avion d'Airbus assez classique pour les moyens long courriers. En fait, il y a une version de cet A330 pour les besoins militaires qui s'appelle le MRTT, qui est un avion en fait sans chaise, sans place évidemment pour des éventuels bagages, mais dans lesquels Airbus a mis des cuves de stockage de fuel, a ajouté deux canaux extérieurs qui permettent de ravitailler en plein vol des Rafales. Donc je ne sais pas si on peut, je vais essayer de vous partager. Hop, je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran. Grégory, vous voyez mon écran ou pas? Oui, je te Ouais, confirme, on voit ok. bien. Bon, bah, le MRTT, en gros, c'est ça. Donc, c'est un Airbus A330. Donc, dans un peu plus de 90% de la structure de l'avion est identique à un avion civil, mais c'est un avion sur lequel on aura mis des cuves de fuel à l'intérieur et des lances qui permettent de ravitailler les Rafales en plein vol. Donc, ces deux secteurs, civils et militaires, en fait, sont approvisionnés par les mêmes acteurs dans la très grande majorité de leur conception. On a beaucoup parlé du marché aéronautique et je vois que le temps file et donc je vais essayer de faire en condensé sur les dernières minutes qui nous restent. Le sujet maintenant, c'est pourquoi investir dans le fonds aéronautique de Tikeo? Enfin, pourquoi faire confiance à Tikeo? Je dirais qu'il y a trois sujets. Le premier, c'est qu'on est les seuls en Europe à avoir une équipe dédiée au marché aéronautique. C'est une vue très long terme de Tikeo. Donc, on est un acteur assez ancien du marché aéronautique en private equity, en prise de participation en minoritaire ou en majoritaire dans des sociétés. Qu'on est les seuls à bénéficier d'un écosystème à la fois auprès de sociétés. Donc, je vous évoquais tout à l'heure Airbus, Dassault, Safran, Thales, qui sont investisseurs du fonds, qui nous donnent accès à leurs équipes, et aussi auprès d'acteurs publics comme le ministère de l'économie ou la Direction générale de l'armement. Et puis enfin, donc on a parlé de l'équipe, on a parlé de nos relations assez exclusives, aussi bien avec des donneurs d'ordre qu'avec des entités gouvernementales. Et aussi, on a un track record, puisque le fonds qui a été lancé en 2020 a commencé à réaliser ses premières sessions. Donc là, vous avez le portefeuille des investissements réalisés dans le millésime qui avait été lancé en 2020. Sur ce millésime lancé en 2020, on a en moyenne un rendement entre 20 et 22%. Et sur les sociétés qu'on a déjà qu'on a déjà cédées, en fait, on réalise aujourd'hui 45% en moyenne de TRI. Un multiple, donc je reviens au multiple que j'évoquais tout à l'heure, de 2,7 fois. Les deux sociétés qu'on a vendues aujourd'hui dans le portefeuille, donc c'est Brown Europe et Visco. Brown Europe, dans laquelle on est rentré en juin 2021 et sur laquelle on a vendu un acteur industriel, donc un acteur du marché aéronautique, sur lequel on a fait un multiple de 2,3 fois. Donc on a fait, si on avait investi 100 en juin 2021, on a récupéré en novembre 2024, donc 3 ans après, 2,3 fois la mise investie. Et Visco, même principe, mais sur une durée encore plus courte, puisqu'on a investi en juillet 2022 dans la société. On a cédé en décembre 2024 à Latour Capital, qui est un fonds de private equity. Et sur cette entreprise, on a fait x3 en termes de multiples.
Et puis on a d'autres sessions qui sont en train de se matérialiser, notamment une société française qui fait des ventilateurs pour le marché aéronautique civil et militaire, et sur lequel on va faire un TRI assez proche de cette opération de Visco, autour de 60% et autour de 3 fois la mise initiale. Et c'est un secteur qui est en pleine ébullition, sur lequel aussi bien les grands donneurs d'ordre que les consolidateurs, que les autres fonds de private equity d'ailleurs, même s'ils ne sont pas spécialisés en aéronautique, souhaitent investir et donc sortent le chéquier pour consolider le marché. Et on est donc très ravis de pouvoir céder les participations de notre portefeuille. Sur le fonds numéro 2, donc le fonds qu'on vous propose aujourd'hui avec Grégory, c'est un fonds qui a été lancé en fin d'année 2024, donc la commercialisation auprès des particuliers est toute récente. Tikeo, Airbus, Dassault, Safran et Thales, en plus de certains organes gouvernementaux, ont investi 425 millions d'euros. Donc pour garantir l'alignement d'intérêts entre vous, investisseurs externes, et puis nous, société de gestion et donneurs d'ordre. Et le fonds va réaliser dans quelques semaines ses 2 premiers investissements, une société belge et une société française. Comme c'est le cas usuellement sur les fonds de private equity, vous serez appelé au fil de l'eau des investissements réalisés. Donc aujourd'hui, le fonds a réalisé 0 investissement, vous êtes appelé pour 0 € du montant souscrit. Et puis petit à petit, à chaque fois qu'on réalisera un nouvel investissement, on vous appellera pour X% du montant souscrit jusqu'à atteindre 100% du montant souscrit. On ne peut pas juridiquement vous appeler pour plus que 100% du montant souscrit. En termes de durée de vie, c'est un fonds qui est lancé pour 10 ans, avec une option pour la société de gestion de prolonger cette vie de 2 années, de 2 fois une année. Donc le fonds est lancé pour 10 à 12 ans. Les 5 premières années, on va investir le capital. Donc petit à petit, les 5 premières années, vous serez appelé jusqu'à atteindre le montant souscrit. Puis les 5 années suivantes servent à céder les participations du portefeuille. Je reviens sur les performances attendues sur le véhicule. On attend un rendement autour de 16 à 17% par an, soit une multiplication du montant investi de 1,8 à quasiment 2 fois. Grégory, je vois qu'on atteint un peu le bout du timing qui m'était accordé. Je sais pas Ouais, mais si... personne n'est parti, donc je pense que tu as captivé toute l'audience. Ok, Et bon, parfait. effectivement, je confirme que l'exposé était brillant. Donc, Merci. est-ce que vous avez des questions, chers invités? Ouais, moi, j'ai juste une question sur le private equity, là, par les fonds. Vous prenez 100% de l'entreprise en action, là? Non, Enfin, non, ça dépend, c'est d'une société à l'autre. Ça peut être un investissement minoritaire ou majoritaire. Ça dépend vraiment de la société et du contexte de la société. Donc ça varie. Je sais pas si on a, je sais pas si j'ai la répartition. Ouais, là vous l'avez ici. Non, pardon, oui, si ça vous le donne un peu. Donc on a plus que 50% des droits de vote dans 61% des cas, dans le cas du premier millésime, et dans 39% en co-contrôle. Donc ça veut dire que soit on co-contrôle avec l'actionnaire historique, généralement le fondateur ou les héritiers du fondateur, soit avec d'autres fonds de private equity ou une entité publique. Si par exemple le ministère des Armées voit que dans une société, il y a un sujet régalien très fort dans la défense, il peut investir l'argent du ministère des Armées dans la société, et puis nous, on est également à côté. Mais dans 100% des sociétés, en revanche, on a un rôle actif. Ce qu'on n'aime pas faire chez Tikeo, c'est juste mettre de l'argent au travail et attendre que ça se passe. Ce qu'on aime, c'est accompagner les sociétés dans leur croissance en leur ouvrant de nouvelles lignes avec des acteurs, avec de nouveaux acheteurs, ou l'aider à se restructurer, à s'améliorer en interne, éventuellement à faire de la croissance externe, donc en rachetant des confrères dans d'autres régions, par exemple, pour en faire des champions européens. Une question sur la vitesse de déploiement et d'appel de fonds aux investisseurs. Cette période-là devrait durer combien de temps à peu près? L'idée, c'est 4-5 ans. En fait, sans rentrer trop dans la complexité du fonds, si je reprends l'exemple du fonds aéronautique là, précédent, enfin du millésime précédent, je suis désolé, je parcours les slides, voilà. Je vous disais, le millésime précédent, il avait été lancé en 2020. D'un point de vue technique, on a 5 ans pour investir, 5 ans pour désinvestir le portefeuille. Donc, lancé en 2020, à partir de 2025, on est censé se concentrer sur les cessions et donc arrêter d'appeler les investisseurs et donc rendre du capital. Il arrive parfois qu'on ait des opportunités de céder des sociétés du portefeuille non sollicitées.
Ça a été le cas pour Brown Europe et Visco, qui sont restés bien moins de 5 ans dans le portefeuille et qu'on a pu céder en réalisant des TRI importants. Et ce qu'on fait généralement lorsqu'on cède une société avant même d'avoir atteint les 5 années, c'est que plutôt que renvoyer du cash aux investisseurs pour 6 semaines plus tard leur redemander de l'argent pour financer une nouvelle opération, on recycle le cash. Ok. Donc plutôt qu'il soit renvoyé, si on sait qu'il y a une opportunité d'investissement sous peu, on garde le cash qui sera réutilisé. Ce qui veut dire qu'il peut arriver dans certains fonds de private equity que vous ne soyez jamais appelé pour 100% du montant souscrit, mais plutôt pour, on va dire, 80-90% du Mm. montant souscrit, parce qu'on va avoir cette mécanique de recyclage en fin de course d'investissement, de période d'investissement, entre la 4e et la 5e année. Et l'inverse, c'est possible aussi. Ça vous arrive, enfin là, c'est un peu tôt, mais c'est possible que vous n'arriviez pas à céder en 2025 des structures parce qu'elles ne sont pas à la hauteur euh, Alors, des espérances. ouais, alors c'est aussi pour ça qu'on a la possibilité de décaler la durée de vie du fonds de 10 à 12 ans, avec 2 options de 1 année en fait. C'est pour 2 cas de figure. Soit effectivement l'entreprise, en fait, soit c'est pas le bon moment de la vendre parce que l'entreprise connaît un appel d'air à un instant T et on a envie de la redresser avant de la céder et pas de la céder à la cash parce que juridiquement c'est 10 ans et qu'il faut qu'on vende la société tout de suite. Soit parce que la période n'est pas propice. Typiquement, si on avait eu à céder des entreprises pendant le Covid, Mmh. on les aurait sûrement vendues à la casse si on était vendeur forcé parce que tout le monde pensait pendant le Covid que le marché aéro était fini. Mmh. Donc ça nous permet d'avoir un peu de flexibilité sur le timing de cession. Et autre possibilité, donc là on a parlé du cas où ça va pas, l'autre possibilité si ça va très bien. Si on voit qu'une société est en pleine croissance, continue de croître de manière significative, bah, parfois on n'a pas envie non plus d'abandonner le bébé trop vite. Mmh. Et on a envie de l'accompagner encore, alors, on va pas l'accompagner 10 ans supplémentaires, mais on a envie de l'accompagner encore 1 ou 2 ans pour aller chercher un petit ou un beau supplément de performance. Et donc on a la possibilité de décaler un petit peu la durée de vie du fonds, justement pour pouvoir continuer à accompagner cette société. Après, vous pouvez faire racheter du fonds 1 vers le fonds 2, non? Ça marche pas, Ouais, ça? vous pouvez faire un peu de ce qu'on appelle un fonds de continuation. Donc effectivement, dans certains cas, vous pouvez créer alors peut-être pour les autres personnes présentes dans le call, enfin dans cet échange, parfois les sociétés de gestion, effectivement, elles peuvent créer ce qu'on appelle un fonds de continuation sur une participation en particulier qu'elles aiment bien et qu'elles veulent continuer d'accompagner. Et donc elles vont créer un véhicule ad hoc qui va racheter la position au fond typiquement aéronautique pour Mmh. poursuivre l'aventure 3, 4, 5, 6 ans avec de nouveaux actionnaires, enfin avec de nouveaux investisseurs. En parlant de société de gestion, dans le fonds aéro, il n'est pas question de frais d'entrée ou de frais de surperformance. Si, c'est exactement la même chose. C'est toujours, en fait, la mécanique est toujours la même. Il y a toujours des frais de gestion et un caride. En fait, c'est encore une fois, que ce soit d'ailleurs sur des fonds obligataires, que ce soit sur des fonds actions cotées, de dette privée, d'immobilier, de private equity, la mécanique est toujours la même. Il y a toujours des frais de gestion et des frais de caride. Et j'ai pas fait attention là. Il y a combien de fonds au total dans le private equity là chez Tikeo? Il y a que le 1 et le 2 là ou il y en a d'autres? En aéro, Non, non, pas en aéro, en général, en private equity, on doit en avoir une bonne dizaine, sans compter les fonds de. En fait, on a lancé un fonds sur la transition énergétique en 2018 en partenariat avec Total. On a lancé le deuxième millésime l'année dernière, donc ça fait 2. On a un fonds sur la cybersécurité qu'on a lancé en 2019, le fonds successeur l'année dernière, ça fait 4. Un fonds sur l'agriculture, un fonds sur l'aéronautique numéro 1, puis numéro 2. On a ensuite des fonds complémentaires, donc on va arriver à peu près à 10. Une dizaine de fonds de private equity. Historiquement, on ne l'a pas évoqué, mais le private equity chez Tikeo, si je vous explique en 1 minute comment l'activité de private equity est arrivée chez Tikeo, Tikeo faisait du private equity sur son bilan uniquement entre 2004 et 2018. Donc Tikeo prenait des participations comme une holding d'investissement dans des sociétés en minoritaire ou en majoritaire. Il se trouve qu'en 2014, on est entré au capital d'une société qui s'appelle EREN, E-R-E-N, qui est un producteur d'énergie verte français. En 2017, donc 3 ans après qu'on ait acheté EREN, Total,
Attends, j'ai peut-être arrêté de partager mon écran pour pas, parce que ça n'a plus rien à voir. En 2017, Total a racheté Eren. Donc Patrick Pouyanné, qui est le directeur général de Total, lorsqu'il a racheté Eren, il regarde la structure capitalistique. Il voit évidemment les actionnaires historiques, enfin les fondateurs actionnaires historiques, le management, etc. Et puis, il voit Tikeo Capital. Et donc là, il demande à ses équipes de fusion-acquisition qu'il a en interne, qui réalisent normalement les croissances externes de Total, pourquoi vous n'avez pas été en mesure de trouver Eren avant Tikeo, qui d'ailleurs n'est pas un acteur très connaisseur du secteur transition énergétique, énergie fossile, etc. La raison sous-jacente, c'est la suivante. Total, qui s'appelle aujourd'hui Total Energy, est très fort dans ce qu'on appelle du venture capital. Donc, investir dans la société, investir 100 000 euros dans la société qui fera la batterie au lithium du futur, etc. Ils sont très bons pour faire des très grosses opérations, type racheter Direct Energy pour 1 milliard, mais l'entre-deux, ils ne savent pas faire. Or, l'entre-deux, ces entreprises de taille intermédiaire qui ont déjà un marché, qui ont déjà des clients, mais qui ont un besoin de croissance, d'un accompagnement dans leur croissance, c'est exactement ce qu'on veut faire et c'est exactement ce qu'on sait faire. Et donc en 2018, Total nous a dit, Patrick Pouyanné, le DG de Total, et Antoine Flammarion, le directeur général, enfin, le fondateur de Tikeo, se sont dit, lançons ensemble une stratégie ouverte aux investisseurs externes, puisqu'il y a de la demande, ouvert aux investisseurs externes, qui se focalisera sur les sujets de décarbonation de demain, de transition énergétique, qui sont donc la mobilité bas carbone, l'efficience énergétique des bâtiments et des industries et la production d'énergie verte. Et c'est comme ça qu'on a commencé à lancer des fonds ouverts aux investisseurs externes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une dizaine de fonds qu'on a lancés sur les 7 dernières années. Alors, il faut On quand même veut le pas. rappeler, c'est quand même plutôt des fonds institutionnels, hein, avec des tickets Exactement. d'entrée assez C'est élevés. Donc, on est... Tous ces fonds-là, c'est historiquement des fonds institutionnels et qu'on est en train progressivement de rendre accessibles aux particuliers parce qu'on sent qu'il y a une volonté, notamment en Europe, d'accompagner ces sujets de souveraineté européenne et qu'on voit très bien qu'il y a une grosse méga tendance aussi bien dans la décarbonation, dans la cybersécurité, dans l'aéronautique comme on l'a évoqué aujourd'hui. Et c'est dommage de ne pas permettre aux particuliers, aux investisseurs particuliers, d'accompagner la croissance des entreprises qui qui sont des acteurs que vous voyez au quotidien ou non, hein, puisque quand vous voyagez à bord d'un Airbus, en fait, vous voyagez à travers un avion qui a été créé grâce à l'appui de 4500 sociétés. Hmm. Donc, Réponse un il y a peu longue d'autres pour une. il y a d'autres fonds chez vous donc, qui sont ouverts aux particuliers? Pardon. Donc, on a ce fonds pour le private equity uniquement, hein. On a ce fonds sur l'aéronautique qu'on a évoqué qui est disponible à partir de 100 000 euros. On a un fonds donc de transition énergétique qu'on a lancé en partenariat avec Total. Et donc, on vient de lancer le deuxième millésime qui est disponible à partir de 100 000 euros également. Donc, Total a mis 200 millions d'euros dans le fonds, Tikeo a mis 200 millions d'euros dans le fonds. Total nous donne accès à tous ces ingénieurs et c'est comme ça qu'on investit dans la filière de la transition énergétique. Donc, nous, on sait en fait, à chaque fois, l'intérêt de ces partenariats avec un acteur public d'ailleurs ou privé, et puis nous, société de gestion, c'est que nous, on sait vous dire d'un point de vue financier si l'entreprise est viable. Et puis, on s'appuie sur l'expertise technique et terrain d'un Airbus, d'un Dassault, d'un Total, pour nous dire si la technologie de la société, si ce qu'elle produit est vraiment pertinent pour le marché, ou est-ce que ce n'est qu'un acteur de plus. Hmm. Donc, on a le fonds aéro à partir de 100 000, on a le fonds transition énergétique à partir de 100 000, et on a rendu également notre fonds de cybersécurité accessible à partir de 200 000 euros. Et sur le fonds de cybersécurité, on est en partenariat avec le ministère des Armées et l'ANSSI, qui est l'agence de cybersécurité française. Toujours des TRI à peu près à 17%. Enfin, C'est exactement ça, c'est en ligne en fait. Vous êtes sur des TRI entre 17, on prend une fourchette large allez, on peut prendre une fourchette très large, on va dire entre 15 et 22%. oui. Il y a aussi un véhicule qui synthétise un petit peu tous ces sujets-là, le Ouais, Private Asset. exactement. Donc là, ces fonds-là, ils s'adressent plutôt à une typologie d'investisseurs qui ont soit un patrimoine qui leur permet de sélectionner des briques pures, soit des investisseurs qui ont une vraie vocation. Donc j'ai une vraie vocation sur l'aéro, ou j'ai une vraie vocation sur la cyber, et donc je ne veux investir que dans cette thématique ou exposer mon portefeuille en grande partie à ce fonds. Et puis on sait qu'il y a plein de particuliers qui ont envie d'accéder à ces stratégies, mais qui n'ont pas forcément
2-3 millions d'euros sur leur compte bancaire pour pouvoir mettre 100 000 euros en aéro, 100 000 en euros, 100 000 en cyber, 100 000 en dette privée. Et puis évidemment, il faut diversifier les sociétés de gestion. Vous n'allez pas mettre tout votre argent au travail chez Tikeo, mais aussi chez d'autres confrères. Donc, on est très au courant de cette problématique chez certains particuliers. Et donc, on a créé en 2017 un fonds qui s'appelle Tikeo Private Asset, que les équipes d'expertise connaissent bien, pour avoir déjà accompagné certains de leurs clients dans le fonds, qui est en fait un fonds qui est disponible à partir de 100 000 euros, qui est investi dans toutes nos stratégies au sein de la maison. Donc, en investissant 100 000 euros dans Tikeo Private Asset, vous allez avoir un bout d'aéronautique, un bout de cybersécurité, un bout de immobilier sur lequel nos locataires sont EDF, est EDF, un bout de dette privée, un bout de ce qu'on fait sur les marchés actions et obligataires, etc., etc. Vous avez vraiment un accès à toute la plateforme pour un ticket de 100 000 euros. Et pour le coup, qui est en appel de fonds unique. On rentre Exactement, pas. qui est en appel de fonds unique. Donc, vous souscrivez pour 100 000 euros, vous êtes appelé immédiatement pour 100 000 euros. C'est exactement, en fait, en termes de réflexion, c'est un peu la même chose que le fonds de dette privée présenté au début de l'échange. C'est un fonds qui est aussi lancé pour 99 ans, ce fameux fonds alloué dans toutes nos stratégies. Lancé pour 99 ans, vous pouvez entrer dedans tous les trimestres et en sortir tous les trimestres également. Pardon. Et vous êtes appelé effectivement en une seule fois sur la stratégie. Écoute, on a fait un bon tour. Je pense qu'on a fait Alors, un bon tour. Ah, pardon, il y a des questions? ouais, alors moi, c'est un peu plus, enfin là, c'est un peu plus personnel, enfin pas par rapport forcément à l'investissement. En fait, moi, je vous connais, enfin, je travaille dans l'immobilier. Et D'accord. en fait, je vous connais à travers, enfin, dans la construction, à travers plusieurs organismes. Et je voulais D'accord. juste savoir, enfin, je ne sais pas si vous connaissez tout ce que je vais vous dire, mais où est situé Tikeo à ce niveau-là, enfin, par rapport à votre présentation. Et exemple, moi, j'ai travaillé sur la restructuration d'un actif à Gennevilliers qui s'appelle le Sky Center, Ouais. où il y avait un locataire, peut-être ça vous parlait, c'était Ticket Up, là, Ticket Restaurant. Là, ça fait partie de quoi? C'est l'actif réel, là, c'est ça? Ouais, pardon, effectivement. Alors alors on va faire une petite digression et on va revenir sur les activités de Tikeo. En fait, dans les actifs réels, on a deux composantes. Enfin, on a trois composantes. On a les infrastructures, mais qui sont pilotées uniquement depuis les US. Donc, c'est pas forcément une classe d'actifs qui est proposée aujourd'hui aux investisseurs européens. Et puis ensuite, on a l'immobilier, ce qu'on appelle de value add, et l'immobilier de sell and leaseback. Le value add, effectivement, c'est le cas de cet actif à Gennevilliers. C'est acheter un actif qui est bien placé, mais qui Ouais. marche pas très bien dans dans sa configuration actuelle. Mhm. Et si un locataire, sortir le locataire pour transformer l'actif. Et ça n'a rien Si- à voir, c'est pas une SCPI, ça. Non, C'est pas de la alors là, c'est pas dans SCPI. les Non. SCPI. Non, non, c'est pas dans les SCPI. Tu viens On a pas une chercher du rendement sur ce type d'actif, tu viens ouais, faire, c'est du marchand de biens quelque part, plus-value à quoi. la cession, Ouais. exactement. Ouais, c'est de la plus-value à la cession. Ah ouais, vous revendez après. En fait, là, c'est Exactement. vraiment en restructuration pour revendre. Ouais, D'accord. exactement. Et d'ailleurs pour les autres auditeurs qui sont en région parisienne, dans les autres actifs qu'on a achetés récemment et que vous pouvez peut-être connaître, on a racheté Bercy 2, le centre commercial qui est attenant à Paris, Ouais. Ok. mais qui marche pas très bien dans sa configuration actuelle, mais qui est en plein cœur du centre du Grand Paris. Donc on a acheté Bercy 2 et le parc logistique attenant, et on a négocié avec la mairie pour construire en grande partie, enfin, à la place du parc logistique et en partie à la place de Bercy 2, 200, un peu plus de 200 000 mètres carrés de résidentiel, un peu de bureaux, du commerce de pieds d'immeubles, du scolaire, et puis avec la création d'une station de métro en plein dedans. Et donc ça, pareil, c'est des opérations de value add. Vous n'avez pas à chercher à avoir du loyer, puisqu'en fait, vous allez construire un Mhm. actif. Ouais, ok. Et donc là, nous, on n'est pas promoteur immobilier, hein. Nous, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a le permis de construire, on vend à un promoteur immobilier. Dans le cas de Bercy 2, c'est un cas un peu atypique, et donc on a envie de continuer l'aventure. Et donc on a créé ce qu'on appelle une joint venture, donc un partenariat 50-50 avec Bouygues Immobilier pour Mhm. la construction et puis la vente des appartements, des bureaux, etc. Donc ça, c'est l'opération, ce qu'on appelle les opérations de value add. Acheter un actif, le travailler, le revendre. Ok. À côté de ça, on fait des opérations de ce qu'on appelle sell and leaseback. Les opérations de sell and leaseback, concrètement, ça correspond à vous allez acheter enfin, le patrimoine immobilier d'une société qu'elle détient et dans lesquelles aujourd'hui elle a ses employés.
elle va vous vendre ses actifs immobiliers et devenir votre locataire. C'est exactement ce qui s'est passé avec EDF en 2016. EDF, en 2016, ils avaient d'importants besoins d'investissement dans leurs centrales nucléaires, dans leurs équipes, etc. Mais ils n'avaient pas de cash. Et donc, ce qu'ils ont fait, plutôt qu'emprunter contracter un énième prêt, étant donné qu'ils étaient propriétaires de leurs actifs immobiliers, de leurs bureaux, des parcs exploités par Enedis et autres, ils ont vendu coup à coup, en fait en 4 tranches, en 2016, entre 2016 en gros et 2019-2020, leur portefeuille. Et nous, progressivement, on a racheté ces actifs. Donc aujourd'hui, EDF est notre locataire. EDF, depuis quelques années, enfin depuis peu, c'est 100% détenu par l'État. Donc notre locataire, c'est l'État français. Donc l'État, à travers EDF, nous paye un loyer. Ils sont dedans. S'ils veulent racheter leurs locaux, ils peuvent racheter leurs locaux. Et le jour où ils libèrent les locaux, nous, on a la possibilité de revendre ces actifs à d'autres. Et pareil, en fait, aujourd'hui, on est propriétaire de ces actifs et on les loue à EDF. Demain, si on a envie de les céder ou si on est approché par des CPI, par exemple, ou un institutionnel qui a envie de se créer un parc immobilier en France, dont les locataires sont ce qu'on pourrait. Il n'y a rien de sûr, évidemment, dans ce monde, mais un locataire de haute qualité, puisque c'est l'État, on peut céder. Si on veut céder demain, on cède demain. On n'est pas tenu d'être propriétaire de ces murs pendant 20 ans. Donc voilà un peu les deux typologies d'activités en IMO. Soit du value add, où vous allez vous concentrer sur la création de valeur en restructurant un actif, soit des opérations de sell and lease back, où là vous touchez un loyer concrètement et vous êtes plutôt sur des opérations de rendement. Ok. Je sais pas si on a. Deuxième. Pardon, Ouais, je vous écoute. Non, moi, pas tant qu'à faire de vous avoir. Pierre. Ouais. Et j'en ai pour Non, 5 mais ça minutes. va, les questions sont pertinentes, donc on te laisse la parole. Aegis. Ouais. Aegis Infrastructure. Aegis, super boîte, on est super aventure. Vous avez peut-être vu l'info dans la presse, puisqu'on en fait on est rentré. Alors, non, j'espère qu'on va pas perdre tout le monde, mais Aegis, c'est une société qui fait c'est de l'ingénierie. C'est une boîte d'ingénierie française. C'est une société qui historiquement était une belle au bois dormant, puisque l'actionnaire majoritaire, c'était la Caisse des dépôts et consignations, donc un acteur détenu par l'État. Ils avaient, je crois, 75 ou 77% de l'actionnariat, et puis le reste, c'était essentiellement le management d'Aegis. Bon, ça faisait 3-4 ans qu'on avait Aegis en cible. On voyait très bien que la CDC arrivait, enfin la Caisse des dépôts et consignations n'arrivait pas à faire grand-chose avec cette société. C'est un acteur étatique, c'est pas trop leur rôle de faire avancer une société de ce type, etc. Donc, on a proposé à la Caisse des dépôts et consignations de leur racheter une grande partie de leur actionnariat. On a racheté un peu plus de 40% de l'actionnariat d'Aegis. Cette société, en 3 ans pile poil, on l'a fait passer de 1 milliard de chiffre d'affaires à quasiment 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. En croissance organique ou il y a eu Les deux, croissance externe, croissance organique. Il y a vraiment eu les deux comblés. Enfin, Aegis, c'est vraiment, c'est vous qui l'évoquez, hein, donc, mais c'est le cas dont on est vraiment très fier, très content, très représentatif de ce qu'on sait faire. Et ça, vous l'avez acheté, enfin, c'est via un fonds. Oui, c'est via notre fonds de transition énergétique numéro 1. Okay. Avec Total, là. Exactement, ouais, c'est ça. Donc c'est le cas typique des sociétés qu'on aime accompagner, beaucoup de croissance. Ce qu'on n'aime pas faire dans ces fonds de transition énergétique, c'est investir sur des promesses. On ne veut pas faire de la tech 2.0. On est plutôt des investisseurs de ce je qualifierais de low tech. Donc c'est Il n'y a vraiment. pas trop de start-up dans Il n'y a votre... pas de start-up. Il n'y a pas de start-up toujours en fait. Parce que le seuil d'entrée pour entrer, enfin pour que nous on regarde la société, là on fait une aparté encore une fois sur le fonds de transition énergétique, c'est que la société fasse au moins 20 millions d'euros d'EBITDA, d'excédent brut d'exploitation. Ouais. Donc il n'y a pas de start-up du tout. Mais c'est plutôt des sociétés qu'on va accompagner dans leur croissance. Aegis, c'est l'exemple type. Elle faisait 1 milliard de chiffre d'affaires. 3 ans après, elle fait 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et on l'a cédé en grande partie. Et là, ça permet de reboucler avec un point qui avait été évoqué par une des personnes pendant le call sur les fameux fonds de continuation. On aime tellement cette société qu'on a envie de poursuivre un peu l'aventure, mais en même temps, on a envie de cristalliser la performance pour les investisseurs du fonds de transition énergétique premier millésime. Donc, on a vendu une grande partie de notre actionnariat, mais on continue quand même d'accompagner à travers un véhicule dédié cette société. Et on fait x 2,8 en 3 ans.
sur Aegis. On a mis 100, on récupère la mise fois 2, enfin, plus 2,8. Voilà. Et donc, mon Ok. dernier, qui doit être un truc en cours, qui est une ETI et qui s'appelle Valgo. Tout à fait. Oh putain, mais vous les Ah, connaissez tous, vous. bah, je suis Ah, investisseur génial. en perso des fonds aéronautiques, des fonds de cyber, des fonds de transition énergétique, du fonds de dette que je vous ai présenté tout à l'heure. Ah, il y croit, Michael. Donc ouais, on est très en ligne avec ce qui se passe. Valgo, C'est bien, Valgo. ouais, c'est une très belle boîte, on est très content. C'est pareil, ça se passe très bien. D'ailleurs, je ne l'ai pas présenté tout à l'heure. Ah non, je ne l'ai pas encore présenté. Enfin, je l'ai pas présenté dans ce que j'évoquais tout à l'heure. Mais c'est l'exemple type des sociétés on peut pas encore trop communiquer dessus, mais on commence à matérialiser dans nos fonds de private equity aussi bien en transition énergétique, en aéronautique, en cybersécurité, ce qu'on avait initialement indiqué. Et Valgo, c'est pareil, c'est dans le transition énergétique? Ouais, c'est dans le fonds de transition énergétique. Bah, en fait, c'est tous ces enjeux de décarbonation, et donc c'est rentré dans le fonds de transition énergétique. Et si j'abonde encore dans votre sens, puisque l'actualité est un peu chaude, hein, chez Tikeo, on a vendu dans notre fonds de cyber jeudi, je crois, jeudi dernier ou vendredi, à une société qui s'appelle Hornet Security. Ouais, ça, je Je connais sais pas aussi. si, ouais, voilà, je sais pas si vous l'avez vu passer. Je vous retrace vite fait l'histoire. Alors là, pardon, désolé pour les autres, on a fait une grosse discrétion, mais ça vous donne encore une fois un peu l'idée de ce qu'on fait. On est rentré dans une société française, dans un premier temps, qui s'appelait Vadé Secure, qui est une société basée à Mhm. Villeneuve-d'Ascq, qui faisait en gros du filtrage de boîtes mail. Donc, Vadé Secure, évidemment, ça vous parle pas. Si, Mais si, moi, c'est enfin, mon pare-feu. Non, bah, c'est le pare-feu pour, chez moi. Enfin, les ok, spams. bah, Enfin, ouais, les spams. pour vous, du coup, effectivement, vous avez l'air de bien connaître les boîtes du portefeuille, donc, mais je pensais plus à pour le reste des auditeurs. C'est une boîte qui est assez méconnue du grand public, mais il filtre 1 milliard de boîtes mail par jour. Vadé Secure, dont le fondateur c'est Georges Letigier, qui avait déjà monté des boîtes dans le private equity dans la cyber avant. On était très content de l'accompagner sur Vadé Secure dans sa croissance. Et il se trouve que 2 ans après notre entrée au capital de Vadé Secure, un de ses concurrents, confrères allemands, qui s'appelle Hornet Security, décide de racheter la société. Donc, au moment du rachat, on nous propose deux choses, soit de nous racheter en cash, enfin de nous payer via un virement, nous rembourser notre actionnariat, soit de transformer nos actions de Vadé Secure en Hornet Security. Et c'est ce qu'on décide de faire parce qu'on croit beaucoup en Vadé Secure et en Hornet Security. Donc on rentre à l'actionnariat de cette manière d'Hornet Security et ça a été annoncé la semaine dernière. Hornet Security se fait racheter par un acteur pour 1,8 milliard d'euros. Et donc ça va nous permettre sur notre investissement initial de faire, enfin on va communiquer prochainement sur les chiffres, mais plus de x3 sur notre invest et plus de 30% de TRI. Donc on est en pleine. En fait, Tikeo n'a voulu adresser que des méga tendances dans laquelle elle croyait non pas sur les 3 prochaines années, mais sur les 40 prochaines années, et elle a mis son argent au travail dans les fonds. Donc on est confiant sur une vue moyen et long terme, et ça depuis très longtemps, parce que quand on a lancé un fonds sur l'aéronautique en 2020, en gros, on nous a dit qu'on était des tarés. Quand on a lancé un fonds sur la transition énergétique en 2018, on nous a dit, personne ne vous fera confiance pour vous confier des capitaux. Vous voulez lever 1 milliard d'euros, personne ne vous confiera de l'argent. Guess what? On a levé 1,4 milliard d'euros. On nous a dit jamais vous investirez dans des boîtes rentables parce qu'il n'y a pas de boîte rentable dans la transition énergétique. On investit que des boîtes rentables. Et on nous a dit jamais personne ne vous rachètera les sociétés. On a parlé, enfin, vous avez évoqué Aegis, c'est le cas typique des sociétés qu'on a pu vendre en faisant un très beau multiple. Et juste, vous étiez majoritaire? Aegis, on était majoritaire, pardon. On était majoritaire et du coup là avec la cession on devient minoritaire, mais on devient minoritaire actif. Et Et le Valgo, fait, c'est le même principe? Valgo, vous étiez majoritaire? Valgo, faut que je vérifie. Je peux vous donner la réponse là dans les prochaines minutes. Faut que je vérifie combien on a Non, mais c'est intéressant parce que d'equity. c'est des boîtes avec lesquelles on travaille de près ou de loin. C'est intéressant de voir en fait les leviers. Si demain... Bon, après, c'est l'autre fonds, ça, c'est le transition. C'est le fonds de Transition transition énergétique. énergétique, ouais, exactement. Le même principe, c'est 100 000 euros. C'est 100 000 euros, exactement. Mais en fait,
le fait pour nous d'être investisseurs du fonds, c'est un peu pour des montants significatifs. Donc, on parle 200 millions d'euros dans le fonds de transition énergétique, un peu plus de 100 millions d'euros dans le fonds aéro, une cinquantaine de millions d'euros dans le fonds de cyber, etc. 67 millions d'euros dans le fonds de dette privée. C'est notre garde-fou. Ça nous évite d'investir à des multiples délirants, d'acheter une société 30 fois, enfin pas 30 fois, mais peut-être 15-20 fois son EBITDA, son excédent brut d'exploitation, ou son chiffre d'affaires récurrent, Génial. un ARR dans le jargon. Ça nous évite de faire des bêtises comme ça en se disant bah, c'est la thématique du moment, c'est parti quoi. Étant donné qu'on est les premiers à payer, enfin à perdre de l'argent sur nos deniers perso, si ça se passe mal, on préfère ne pas investir que mal Ouais. investir. Je pense qu'on va conclure sur cette belle phrase. Désolé Mais pour ceci dit, encore les une autres. fois, tu as tenu l'audience jusqu'au bout. On n'a pas perdu grand monde. Donc, merci beaucoup pour cet exposé. Bien sûr, on est à votre disposition pour poursuivre les échanges avec Mickaël si vraiment vous êtes devenu fan comme nous. Et bien entendu, voilà, si vous souhaitez donc poursuivre et éventuellement souscrire sur ces stratégies, on est à votre disposition pour tout ça. Voilà, voilà. Bah, cher Merci Mickaël, merci Grégory encore. pour l'organisation de cette réunion et puis merci à tous d'avoir participé à la réunion. On reste évidemment à disposition avec les équipes d'expertise pour répondre à vos questions. Merci à toi. Bonne Bonne soirée à soirée, tous. Prenez au soin de revoir. vous. À bientôt. Merci. Ciao, Pierre.